coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Luc Sozoule. Avec l'attaquant de Bischlek, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler un peu du parcours du Tour d'Italie. On a évoqué ensemble samedi matin la liste des engagés. On s'est dit que là, on allait faire un focus sur le parcours tout simplement. Et pour m'accompagner ce matin, j'ai la chance d'avoir Grégory. Salut Greg. Salut Charles, salut tout le monde. Alors Greg, on va se concentrer, comme je l'ai dit, sur les différents profils des étapes du Tour d'Italie, parce que ça commence dès vendredi, pour une fois, pour resituer un peu le contexte et les choses. On va partir de Hongrie cette année. Ouais, tout à fait. Donc d'un départ en Hongrie et du coup départ relativement lointain, on va dire, qui fait que la course va s'élancer un jour plus tôt que traditionnellement, donc dès vendredi. Une première étape relativement classique au départ, 195 km, mais qui va se terminer par une bosse qui sera pas forcément hyper simple, sans être non plus insurmontable, mais elle sera suffisante pour écarter les purs sprinters, on va dire, de la liste des candidats au premier maillot rose. Ouais, alors je profite des premiers commentaires sur le chat pour vous saluer et vous remercier de toujours interagir avec nous. Je vois Stradri, je vois Thibaut, je vois Dol et je vois l'ami Polska. Donc salut les gars et merci à vous d'être nombreux. N'hésitez pas à nous poser vos questions et à faire part de vos remarques si on se trompe ou s'il y a des inexactitudes dans nos propos, notamment au niveau des parcours ou des différentes compos quand on va aborder aussi les quelques favoris, parce que même si on se focus sur le parcours, on est obligé à un moment de parler des principaux protagonistes pour les différentes étapes. Et bah, Greg, on va justement commencer par cette première étape et rentrer dans le vif du sujet. Tu l'as dit, rien d'insurmontable pour l'arrivée. D'ailleurs, Thibaut nous met un premier commentaire et nous dit qu'Attila Walter a reconnu l'arrivée à Visegrad 17 fois depuis l'an dernier, donc je pense qu'il va être archi motivé. Je ne suis pas sûr qu'il réussisse à gagner parce que l'arrivée lui convient pas forcément par rapport à d'autres, et notamment Mathieu Van Der Poel. Je pense que tu vas nous en parler, Greg. Et j'en profite pendant ce temps-là pour vous mettre le profil de la montée finale. Donc on a une petite bosse d'environ 5,6 km. Vous le voyez sur le stream, un début d'ascension à 2,6% et ensuite on a une moyenne aux alentours de 5%, Greg. Ouais, c'est ça, et c'est vrai que sur le papier, ça semble quand même pas mal correspondre aux qualités de Mathieu Van Der Poel, une montée bon, un petit peu irrégulière, mais pas forcément insurmontable, mais une montée qui peut correspondre aux facultés de Mathieu Van Der Poel, et on va faire attention à son démarrage fulgurant, qui pourrait laisser pas mal de monde sur place. Alors après, maintenant, c'est vrai qu'on sera en Hongrie et que Attila Valter sera certainement très motivé et qui connaîtra certainement les routes comme sa poche. Donc, faudra voir le surplus de motivation du coureur hongrois de la Groupama FDJ. Mais c'est vrai que sur le papier, un coureur comme Mathieu Van Der Poel va quand même avoir la pancarte, à mon avis. Il y aura peut-être aussi un peu d'adversité. Maintenant, faudra voir qui pourra être présent. Est-ce que certains coureurs qui auront des ambitions aussi au classement général un peu plus tard vont vraiment se dévoiler dès cette première étape, ou vont simplement se contenter de suivre aussi? On peut penser à des coureurs comme Almeida qui peuvent aimer ce type de profil, mais avec une ambition pour le classement général. Est-ce qu'il faudrait vraiment se donner à fond d'entrée de jeu, ou être un peu plus attentiste? Faudra voir, mais certainement il y aura pas mal de coureurs qui auront envie de s'illustrer sur ce type de profil, ni trop simple, ni trop compliqué, donc à voir. Mais je pense quand même que Van Der Poel aura la pancarte. Ouais, parce que la question pour les favoris, Greg, c'est aussi de savoir, bah, tout simplement, est-ce qu'on a envie de prendre le maillot sitôt et, comme tu l'as dit, de se livrer à fond sur une montée qui ne convient pas forcément à ses caractéristiques.
que qui dit prendre le maillot dit contrôler la course. Et bah, c'est pas forcément le cas de Mathieu Van Der Poel, parce que lui, il s'en fiche un petit peu, il a aucune ambition pour le maillot rose. Et du coup, concrètement, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre que lui capable bah, de lui piquer le maillot le premier jour? En dehors des favoris, hein, j'entends un autre outsider, un autre puncher dans la start list. Faudra voir déjà comment se passera l'étape, s'il y a moyen que certains coureurs arrivent à fausser compagnie au peloton et s'avérer dangereux pour la victoire d'étape. Ça me paraît quand même un peu compliqué pour certains sprinters, enfin catalogués pur sprinter. Je pense à Caleb Ewan, ça me paraît dur, même si on l'avait vu efficace dans un Poggio l'année dernière sur Milan-San Remo. Ça me paraît quand même relativement compliqué pour lui. Mais par contre, au niveau de la liste des punchers, je suis en train de Thibaut nous regarder. parle de Binyam Girmay. Tiens, est-ce que c'est une possibilité de le voir en rose le premier jour? Ça peut correspondre à ses qualités. C'est vrai qu'il nous a pas mal surpris en ce début de saison, mais pas forcément dans les ascensions. Donc, mais ça peut correspondre quand même à ses qualités, puisqu'il a été quand même assez efficace depuis l'an passé maintenant sur tout ce qui était semi-classique en Italie. Donc il est à la fois efficace dans les bosses pas trop pentus, il a un bon punch, des bonnes facultés d'accélération. C'est vrai que si jamais il n'y a pas une sélection énorme dans cette ascension, il pourrait aussi surprendre pas mal de monde au niveau de son démarrage pour aller essayer de régler le groupe qui se jouerait la gagne. Alors on va passer à l'étape suivante, un chrono de 9 km, ce qui veut dire aussi qu'il y a de fortes chances que le coureur qui va prendre le maillot le premier jour le perde le lendemain, parce que ça va quand même être favorable aux rouleurs, et je pense pas que la bosse finale soit suffisante pour refavoriser les punchers. Greg, sans rentrer trop dans les détails du profil du jour, parce que c'est pas le plus important, est-ce que tu vois dans la liste des engagés un coureur capable de pas perdre beaucoup de temps lors de la première étape et d'inverser la tendance le lendemain grâce au chrono pour prendre le maillot rose? Faut voir, c'est vrai que j'ai pas forcément la liste de tous les énormes rouleurs qui sont au départ. Je vais quand même essayer d'avoir tout le monde en tête, mais ouais, c'est vrai que je vois pas forcément de rouleurs extraordinaires. Mais c'est vrai un Joao Almeida, ça peut être pas mal dans cette optique-là, un coureur qui arriverait dans le bon groupe et dans le bon groupe le premier jour et qui pourrait inverser la tendance sur le contre-la-montre. Ça me paraît pas mal correspondre à ses facultés. À voir si on a envie de contrôler la course chez UAE, mais enfin, pense que je pense que du côté de Joao Almeida, on va être quand même assez motivé, je pense, pour essayer d'avoir le maillot rose. À voir maintenant jusqu'où il pourra aller sur les 3 semaines, mais je pense il aura de bonnes ambitions pour essayer d'être le plus haut classé possible d'entrée de jeu, à mon avis. Mais Greg, si jamais il était en forme, est-ce qu'un Tom Dumoulin, c'est pas un peu un enchaînement parfait pour lui, une arrivée pas trop difficile et derrière un chrono? Après, j'ai des doutes, hein, parce qu'on a vu depuis le début de saison que c'était compliqué. Mais sur le papier, est-ce que ça correspond pas parfaitement à ses qualités? Ouais, c'est vrai que le Tom Dumoulin de ces derniers temps, c'est pas forcément toujours ça. On a l'impression qu'il est un petit peu sur courant alternatif. On ne sait pas trop à quoi s'attendre avec lui. Mais oui, clairement, le Tom Dumoulin qu'on avait vu ces dernières années, enfin, dans les années de sa superbe, on va dire, c'est un parcours qui lui convient bien. Il n'aurait pas été lâché certainement sur la bosse et aurait de grandes chances de prendre le maillot rose à l'issue du contre-la-montre. Maintenant, il faudra voir sur quel tome du moulin on va tomber. Mais malgré ça, oui, effectivement, il est possible que ça lui convienne et qu'il explose complètement par la suite sur le Giro. C'est aussi une possibilité, mais sur les 2 premiers jours, pourquoi pas un bon tome du moulin aussi. Maintenant, je pense que effectivement, il doit avoir lui aussi quelques ambitions pour la suite. Il n'a pas dû s'aligner sur ce Giro par hasard, donc à voir quand même sur quel tome du moulin on va tomber. Mais le début de saison n'est pas forcément toujours rassurant. Il a montré de bonnes choses comme des choses moins bonnes, donc
À voir sur quel coureur on tombera exactement, mais enfin, ça reste quand même un des clients pour ce début de Giro, malgré tout, forcément avec son nom et son palmarès, forcément, il sera à suivre. Ouais, d'ailleurs, Stradri nous dit sur le live qu'il sort d'un enchaînement de 2 semaines de stage en altitude, donc on verra si ça a porté ses fruits. Alors, on va passer rapidement sur la troisième étape, pardon, Greg. Pas grand-chose à dire, on arrivera sur les bords du lac Balaton, le plus grand lac en Europe, et on aura, je pense, un sprinter royal entre les Démar, les Ewan, les Gaviria ou autres marques Cavendish. Pour le coup, oui, rien de particulier à signaler. On a une étape qui fait 201 km, malgré tout, c'est relativement correct. Il faut noter qu'il n'y aura absolument aucun. S'il y aura quand même une légère difficulté, un quatrième catégorie, mais rien de bien méchant. Mais il n'y aura pas énormément de dénivelé sur cette étape, donc normalement, sauf surprise, ça devrait vraiment se jouer au sprint. Donc il n'y aura pas forcément tant d'occasions que ça pour les sprinteurs de vraiment se départager. Donc je pense que la course devrait être pas mal cadenassée de ce côté-là et qu'on va essayer de se disputer la victoire au sprint. Alors ensuite, après une journée de repos, parce qu'il faudra quitter la Hongrie pour rejoindre la Sicile, on va s'attaquer au mont Etna le mardi 10 mai lors de la quatrième étape. Un mont Etna, on n'aime pas ni l'un ni l'autre, Greg, cette ascension qui est toujours est très souvent décevante. Oui, et puis bah là justement, ça va être le premier test, on va dire, en montagne. Et du coup, on commencera par cette traditionnelle ascension de l'Etna. Alors, c'est pas forcément toujours le même versant qui est escaladé chaque année, mais oui, je pense qu'on va avoir une sorte de course d'élimination par l'arrière avec un tempo qui sera mené. Donc après, à voir comment ça se passera exactement dans l'ascension, si ça arrivera groupé ou en ordre dispersé, mais enfin quoi qu'il en soit, ça devrait se jouer à coup de quelques secondes et on ne pourra pas forcément tirer de gros enseignements, sauf énorme défaillance d'un prétendant qui ne serait pas du tout en forme, mais normalement ça doit arriver groupé, on peut arriver à une vingtaine de coureurs facilement au sommet. Parfois on a quand même quelques coureurs qui arrivent à surprendre le peloton en partant en facteur et ça roule pas forcément à bloc derrière, donc à voir comment ça se passera, mais il y aura pas forcément énormément d'enseignements à tirer. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Cinquième étape, toujours en Sicile, entre Catane et Messine. Pas grand-chose à dire, si ce n'est que ça devrait être un match entre les baroudeurs, parce qu'il y a une belle ascension d'une vingtaine de kilomètres en début d'étape, et les sprinteurs, du coup, parce que bah, tout l'enjeu, ça sera de savoir si les hommes rapides du peloton auront la capacité et les forces de revenir ensuite après la longue descente. Ouais, c'est ça, il faudra voir à quelle vitesse sera mené le début d'étape, s'il y aura vraiment une grosse lutte et voir qui sera exactement dans l'échappée, qui on laissera partir ou pas. Et à voir, ouais, à voir quels seront les dégâts au sommet de la principale ascension de la journée et si beaucoup d'équipes seront motivées pour rouler derrière. Et s'il y a énormément de personnel derrière et que l'échappée n'est pas si fournie que ça à l'avant, il est clair qu'elle pourra éventuellement être revue et qu'on pourra finir par un sprint, pas forcément complètement massif, mais qu'on pourra finir par un sprint. Donc à voir, mais au moins c'est une étape qui est très intéressante puisqu'il peut y avoir plusieurs scénarios possibles. Donc à voir. Peut-être un sprint, peut-être une arrivée en échappée avec échappée fournie ou non, et éventuellement une échappée qui se disloquerait un peu dans le final, dans un final un peu tactique. Il faut toujours signaler qu'on arrivera à Messine, les terres de Vincenzo Nibali. Ouais, tout à fait. Alors, sixième étape, Greg, cette fois-ci, celle-ci, on a vraiment l'impression, quand on la regarde, là, je vous ai mis le profil, qu'elle est dédiée au sprinter à 100%, à moins d'une énorme surprise. Ouais, bah c'est vrai que c'est une étape un peu dans la tradition parfois de certaines étapes du Giro. On a souvent essayé d'avoir des étapes avec des bonnes arrivées au sprint. Alors il y a un départ d'étape un petit peu accidenté qui pourra permettre à une échappée de prendre le large
éventuellement une échappée fournie à voir, mais c'est vrai qu'après, on a quand même plus de 130 kilomètres derrière qui permettront facilement de contrôler cette échappée et de revenir tranquillement justement sur les coureurs de tête et se disputer un sprint. Alors après, à voir comment sont les routes du final, si ça peut être dangereux ou pas, si ça peut être vraiment très nerveux. Ça va être, je pense, les principales difficultés en fait de cette fin d'étape. Voir le placement des sprinteurs, les équipes qui vont rouler à ramener les leaders, enfin ne pas se faire piéger, ne pas chuter ou risquer des cassures. Mais oui, ça va se terminer au sprint. Alors ensuite, la septième étape, je ne sais pas ce que tu en penses, Greg, j'aimerais bien avoir ton avis, mais moi sur le papier, c'est une de mes étapes préférées. Je trouve qu'il y a à peu près tout ce qu'il faut pour vivre une belle journée de vélo. Il y a la distance, quasiment 200 bornes. Et à part lors des 20 premiers kilomètres, il y a pas un mètre de plat. J'ai pas l'impression qu'il y a des montées très très difficiles. Et je vais après vous afficher les profils. Mais ça monte et ça descend tout le temps. Et c'est une vraie étape toboggan du Giro, quoi. Ouais, effectivement, bah, alors pour le coup, on va quand même, malgré tout, on va quand même monter à plus de 1400 mètres, donc c'est déjà intéressant. Il n'y a pas vraiment de plat, effectivement, à part les 10 premiers kilomètres. Il n'y a pas vraiment de plat sur cette étape, donc les coureurs sont systématiquement en prise. On a, après ces fameux 10 kilomètres de plat, on a quand même d'entrée de jeu, on a des difficultés, ça monte, ça descend, et normalement, ça devrait quand même pas mal bagarrer, je pense, pour prendre l'échappée du jour. À voir qui arrivera à la prendre. Aussi, je pense que du coup derrière on va pas forcément trop avoir le choix. Il va falloir se livrer entre les favoris. Alors à voir avec quelle intensité exactement, mais il y a quand même de bonnes chances qu'on assiste à une grosse bagarre à tous les échelons de la course. Et potentiellement ça peut faire quand même pas mal de dégâts sur ce type de format. À voir les conditions météo aussi, ça peut aussi avoir son importance. C'est vrai qu'en cas de conditions météo difficiles avec de la pluie, ça pourrait vraiment faire très mal. Mais ouais, il y a possibilité quand même de mener quelques offensives. Et il y a aussi une ascension dont le sommet sera à 60 km de l'arrivée, qui est quand même assez compliqué avec quasiment 10% de moyenne. Il faudra quand même être en forme ce jour-là. Ouais, puis l'arrivée est pas facile, Greg, parce qu'on le voit, là je l'ai affiché, le final à Potenza, il y a un petit coup de cul sur la fin, environ 350 mètres, et une rampe finale à 13%. Oui, alors effectivement, si les organismes ont été pas mal éprouvés dans la journée, il y a un enchaînement final déjà il y a déjà une montée qui mène à un sprint intermédiaire à moins de 8 km de l'arrivée, déjà qui va fatiguer encore un peu plus les coureurs et ça peut donner des surprises dans le final. Il pourrait y avoir de bonnes cassures rien que sur l'emballage final. Alors après à voir, il y aura peut-être eu déjà des dégâts avant, mais en tout cas, ce sera pas facile pour les coureurs de ne pas avoir de difficultés dans cette rampe finale, mais il y aura certainement des écarts entre les différents protagonistes. Et par contre, à voir si jamais ça se joue avec une échappée aussi à l'avant, ça pourrait être décisif dans ce passage-là. Le vainqueur de l'étape, normalement, devrait pouvoir faire la différence avec ses compagnons d'échappée. Alors la huitième étape, c'est un circuit grec autour de Naples. Pas facile à lire cette étape parce que j'ai peur que le profil soit un peu trompeur et que ça soit moins difficile que ce dont ça en a l'air. Et je pense qu'on pourrait avoir un petit sprint à 80 ou à 100 sur la ligne d'arrivée. Il y a une petite bosse, mais elle n'est pas répertoriée, donc ça me fait dire, et on n'a pas le profil d'ailleurs, ça me fait dire qu'elle n'est pas si dure que ça. Je sais pas ce que tu en penses, comment tu la lis, toi, cette huitième étape? C'est assez compliqué, oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on a un circuit qui revient quand même très régulièrement et que les boss ne sont pas si éloignés que ça. Maintenant, au niveau de la difficulté, oui, effectivement, je suis pas sûr que ce soit extraordinaire. On va jamais d'ailleurs monter bien haut. On va à peine dépasser les 100 mètres d'altitude dans la journée, enfin 150 mètres pour la dernière bosse. Donc à voir.
pense pas que ce soit vraiment insurmontable. Ça fait penser, un peu Stradley à nous un parle d'une final, étape en Slovénie l'an passé, je sais pas si tu t'en souviens, où Campenard avait gagné. Oui, alors du coup, c'est vrai que dans ces cas-là, ça pourrait faire penser à une étape qui se jouerait un peu entre baroudeurs, donc à voir le scénario qu'on pourrait avoir, le début d'étape part directement en boss, ça peut être sympathique, mais à voir vraiment ce qui se sera passé aussi les jours précédents. Enfin, on va voir si le peloton sera déjà un peu fatigué et laissera partir, ou si les coureurs seront motivés pour vraiment aller essayer de faire un sprint. Mais sur le papier, c'est aussi une étape qui peut correspondre à un Van Der Poel s'il est encore là, puisque je ne sais pas exactement s'il a Oui, combien prévu de de temps il a disputer prévu de tout le, rester. tout le Giro ou pas. C'est vrai que ce type de coureur peut largement influencer le déroulement de la course et de l'objectif un peu du peloton de revenir sur une échappée ou pas. Sa présence ou pas dans la course peut grandement changer le déroulement de l'étape. Donc à voir, mais je pense pas que les bosses soient insurmontables. Mais enfin, il peut quand même y avoir soit une arrivée en échappée qui aurait pris le large, ou alors un sprint éventuellement en comité réduit pour avoir normalement un coureur comme Nizzolo, s'il est en meilleure forme, ça peut lui convenir pas mal. Alors la neuvième étape, elle est aussi très intéressante, je trouve, parce elle est difficile, et puis le début, ça devrait partir à fond, parce qu'il y a une première bosse, une courte descente, ensuite on remonte directement. Après, il y a une partie un peu plus simple, et puis on va aborder le Passo Lanciano. Alors le Passo Lanciano, c'est 10 bornes à 7,6%, mais c'est un pourcentage moyen assez trompeur, parce que comme vous le voyez sur le profil que j'affiche, il y a une petite descente après 2,7 km d'ascension, donc ça réduit logiquement la pente moyenne. La deuxième partie est un peu plus difficile. Et après ce Passo Lanciano, on va aborder le célèbre Blockhouse. Alors le Blockhouse, Greg, c'est 13,6 bornes à 8,4%, donc une vraie grosse montée, une vraie belle montée, d'autant plus que le pourcentage des 10 derniers kilomètres monte lui à 9,4%. Ouais, effectivement, c'est entre le Passo Lanciano et le Blockhouse, c'est deux morceaux assez intéressants, et avec un pourcentage moyen qui est relativement trompeur, mais et en plus dans les deux cas, ce sont deux ascensions avec une approche qui est difficile, une approche avec des bons faux plats qui pourraient être même des ascensions sur d'autres courses. Donc ça va être un parcours quand même pas mal usant toute la journée, puisqu'il y a quand même très peu de plats là encore, et qui en plus part directement en ascension. Donc il faudra faire attention aussi dans le peloton au départ. Il faudra faire attention à des coureurs qui pourraient éventuellement ne pas du tout être en forme et se faire lâcher d'entrée de jeu. Même s'il est vrai, le milieu de l'étape, si jamais ça venait à se calmer, pourrait permettre à certains coureurs qui étaient en grande difficulté d'éventuellement recoller à l'arrière. Mais oui, effectivement, ça devrait pas mal batailler pour prendre l'échappée. À mon avis, il devrait y avoir beaucoup de coureurs qui pourraient être intéressés, et un bon groupe qui pourrait partir. Maintenant, derrière, forcément, avec deux grosses ascensions de première catégorie, on devrait assister quand même à une bonne lutte pour le classement général, et avoir des premiers écarts qui devraient se faire, des premiers écarts notables entre les grands leaders. Enfin, voir aussi les conditions météo et ce qui se sera passé exactement sur les étapes précédentes, mais on pourrait avoir quand même une grosse explication normalement sur les deux dernières ascensions. Et normalement, le final du Blockhouse devrait permettre de conclure un peu les écarts qui auront été faits entre les favoris. Ouais, alors je prends un peu quelques commentaires sur le live, Greg, pour te permettre de souffler un petit peu dans tes explications. Fricadel nous dit qu'il y a environ 5000 mètres de dénivelé positif selon le site officiel de la course, donc c'est assez énorme en effet. Et Stradri nous donne une info intéressante, le Passo Lanciano, c'est un autre versant pardon, du Blockhouse. Merci, parce que je n'avais pas cette information. Je vais prendre la main, tiens, pour te laisser souffler un petit peu sur l'étape suivante, parce qu'on va y passer rapidement. Une étape un peu comme une ou deux qu'on a vues précédemment, arriver à Gésy, un circuit pas si facile que ça, mais pas non plus inabordable. Et
pour pas tomber dans la redite, hein, je vais aller vite parce que j'ai l'impression que ça va être une lutte entre les baroudeurs et les sprinteurs, ou en tout cas ceux qui seront capables de passer les quelques bosses du circuit, parce que si ça s'annonce pas, comme je l'ai dit, insurmontable, il y a quand même pas mal de difficultés dans le final, une étape un petit peu toboggan, même si on va pas aller très haut en altitude, donc une lutte entre les baroudeurs encore une fois et les sprinteurs. 18e étape, bah là on va aller assez vite aussi, Greg, parce qu'elle est plate comme la main. On monte au maximum pardon, je crois, à 68 mètres. 200 bornes entre Sant'Arcangelo di Romagna et Reggio Emilia. Sprint royal en vue, hein, je pense. Oui, effectivement, bah alors là, pour le coup, on n'a pas de difficulté spécialement à noter, donc pas de Grand Prix de la montagne, rien du tout. Donc normalement, échappé, à voir. Échappée publicitaire et puis sprint. Voilà, c'est ça, une petite échappée avec probablement des équipes invitées, et puis un sprint massif, donc à voir les conditions de vent, à voir le final, s'il est dangereux ou pas, mais a priori, sprint massif. Ouais, tout à fait. Ah, tiens, j'en profite pour saluer G8 Vélo qui nous rejoint sur le live. 12e étape. Alors, 12e étape, je ne sais pas si on a grand-chose à dire dessus, parce que c'est un peu pareil que... Alors, on a quand même, Ouais, on a pardon, une vas-y. très 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 longue ascension, c'est tout ce qu'il y a à dire. Elle fait Même si 97,6 km en effet. Ouais. Pour oui, 800 mètres de gagné en 97 km, c'est assez impressionnant en effet, mais ça ne devrait pas être trop long, mais on sera un peu en prise tout le temps. Par contre, c'est le genre d'étape, Greg, s'il y a juste un seul mot à dire, si jamais ça bataille pendant 100 bornes, ça va faire mal aux pattes parce qu'on sera en prise tout le temps, quoi. Et voilà, c'est ça, s'il y a une grosse lutte pour prendre l'échappée, et si certains organismes sont quand même pas mal éprouvés, ça pourrait être difficile de suivre et pas forcément de moments de récupération. Ah, parce que là, À si voir t'es comment se lâché au bout de sera 10 déroulé bornes, la ça peut être très très compliqué. Bah là, effectivement, c'est pour les coureurs qui seraient vraiment pas bien. Rentrer après avoir été lâché, ça paraît quand même relativement impossible, à moins Puis que après, le tu fais peloton 200 se bornes tout seul, calme quoi. sérieusement. Voilà, c'est ça. Mais autrement, oui, je pense qu'il va y avoir un bon groupe qui va partir, encore une fois, et que ça va se jouer entre baroudeurs normalement. Et derrière, ça devrait être relativement calme Ouais, je pense entre les aussi. favoris normalement. Puis comme tu l'as dit, hein, je pense que les coureurs qui seront pas bien vont croiser les doigts pour que ça sorte très très vite devant et que ça se passe tranquillement, hein, jusqu'à l'arrivée, quoi. Bah, la 13e étape, j'allais dire qu'elle est un peu similaire. Elle n'est pas complètement similaire parce elle est plus courte, mais c'est pareil, on a pas mal de plats, une ascension, le Colle di Nava après 50 bornes de course, et puis ensuite c'est assez facile jusqu'à l'arrivée. Donc Greg, en attendant que je mette le profil de la montée, étape pour baroudeur aussi pour toi, ou est-ce que tu penses que les sprinteurs ont une chance de revoir la tête à un moment? Il va falloir voir comment l'échappée se forme. Enfin, il est possible qu'on ait une première échappée qui soit éventuellement revue et une seconde échappée qui partirait un peu dans l'ascension. Mais après, à voir aussi quel type de coureurs On n'a pas le vont faire profil de partie l'ascension d'ailleurs, malheureusement. de l'échappée. Mais c'est vrai qu'elle est annoncée à 10 km à 6,7%. C'est assez correct. Mais après, c'est vrai qu'au sommet de cette ascension, il restera quand même quasiment 100 km de plus ou moins plat. Donc ça, enfin, faux plat descendant, faux plat montant, quelques petites bosses, mais faudra voir. Je pense que selon les écarts au sommet de cette bosse, à mon avis, on va essayer de rouler derrière et d'essayer de faire favoriser un sprint. Enfin, d'autant que les occasions de sprint ne sont pas forcément énormes sur ce Giro. Donc, pas à chaque occasion, à mon avis, les équipes concernées essaieront de revenir. Il faudra voir le personnel qu'on va avoir, mais je suis pas sûr non plus que ça monte vraiment à bloc dans l'ascension. Donc, à voir. À moins vraiment qu'on ait un énorme groupe d'échappés qui prendrait une très grosse avance et derrière on laisserait tomber. Mais sinon, si l'écart est maintenu plus ou moins dans des proportions acceptables, je pense que ça roulera derrière et qu'on assistera à un sprint. D'ailleurs, un élément à prendre en compte lorsqu'on est dans la lecture de l'étape, c'est que l'arrivée sera jugée en faux plat montant. Enfin, en tout cas, les 2 derniers kilomètres sont en faux plat montant, donc peut-être que ça sera aussi un élément que vont prendre en compte les équipes, parce que autant des sprinteurs comme Arnaud Démare, Caleb Ewan, il n'y aura pas de souci, mais je suis pas sûr que, par exemple, un Mark Cavendish soit très à l'aise sur ce type d'arrivée. Donc peut-être qu'on hésitera aussi à se donner à 100% dans une chasse si derrière on pense
que ça va être compliqué. Donc à voir aussi à ce niveau-là comment ça se passe. Je passe à la suite et à la 14e étape. Alors celle-ci, elle me plaît aussi pas mal parce que comme vous le savez, j'aime ces étapes toboggan. Greg, seulement 150 bornes, enfin à peine 150 bornes jusqu'à Turin et aussi, à part dans la première partie, quasiment pas un mètre de plat. Donc ça ne devrait pas débrancher, je pense, durant toute la journée. Oui, effectivement, arrivé à Turin et je suppose, sans en être persuadé à 100%, qu'on emprunte certaines routes qu'on a l'habitude d'emprunter Sur le Lombardie. sur Milan-Turin, sur le Tour de Lombardie, Ah oui, il y a l'ascension évidemment. de Et la basilique de Superga d'ailleurs, je vois à oui, Milan. oui, Il y a pas que... c'est des routes qui sont souvent empruntées en fin de saison sur Milan-Turin, effectivement. Et ce sont des ascensions pas forcément hyper longues, mais qui sont quand même assez compliquées, souvent sur des petites routes. Et les coureurs vont être quand même pas mal en prise toute la journée. Je pense que c'est une étape qui peut faire pas mal de dégâts avec une arrivée au terme d'une petite descente. Donc à voir, je pense que ça devrait pas mal batailler et que, y compris les protagonistes du classement général seront concernés par cette lutte. Alors, ce sera pas forcément un coureur du classement général qui devrait viser la victoire d'étape. Après, il faudra voir qui sera dans l'échappée initiale et qui parviendra à résister un peu au retour de tout le monde. Mais on peut avoir une lutte intéressante à la fois entre les échappés et entre les coureurs du classement général. Après, à voir si les coureurs du classement général arriveront à revenir sur l'échappée ou pas. Mais en tout cas, il y aura une bataille à plusieurs échelons de la course. Donc, on espère aussi que ce sera une étape qui sera facile à suivre pour la réalisation aussi, notamment. D'ailleurs, je note qu'on sera sur un circuit parce qu'il y aura 2 ascensions de la basilique de Superga et 2 ascensions du col de la Madeleine. Le col de la Madeleine italien, hein, je l'ai francisé, mais ce ne sera pas forcément la même ascension. Et d'ailleurs, ce col de la Madeleine, il n'est pas très long, mais il y a des pentes max à 20%. Je vois là, je vous ai mis le profil. Donc ça, plus l'ascension de la basilique de Superga, ça risque de donner une étape assez compliquée. Et il ne faudra pas être en méforme parce qu'on pourrait prendre, je pense, très très cher à l'arrivée. 15e étape, Greg, traditionnelle étape de montagne, même si on ne va pas aller très haut, il y aura 3 ascensions consécutives. J'ai pas l'impression qu'elles soient très très compliquées. Je vais vous mettre les profils de ces différentes ascensions. Donc je vais aller sur le site d'RCS. Donc vous voyez la première, 12,3 bornes à 6,9%, donc rien d'insurmontable. Ensuite, 13 km à 7%. Et enfin, l'arrivée finale vers Cognier, alors elle est assez facile, puisqu'on aura 22 km d'ascension, c'est pas négligeable, mais la pente moyenne est seulement de 4%. Et il faut le dire, Greg, avant que je te laisse la main, ce qui est important à noter, c'est que la deuxième partie de l'ascension, les pourcentages, ça va de 3,7 à 2,4%. Donc là, pour le dire clairement, on est sur du faux plat, quoi. Oui, effectivement. Donc la dernière ascension, ce sont surtout les 4 premiers kilomètres qui sont les plus compliqués en fait. Et ensuite, les pourcentages sont nettement inférieurs et on se retrouvera avec principalement du faux plat. Alors après, il faudra voir ce qu'il se sera passé dans les 2 premières ascensions et si jamais l'un ou l'autre coureur pouvait être lâché. Et c'est un peu le seul gros danger, j'ai envie de dire, pour la lutte au classement général, c'est si un des coureurs Oui, il ne faut pas être lâché avant visant le faux le plat, quoi. classement général était lâché, parce que là, c'est sûr que les dégâts seraient considérables dans la dernière ascension, puisqu'il n'y aurait absolument aucun moyen de rentrer. Mais enfin, après, quoi qu'il en soit, si l'un des protagonistes du classement général était lâché dans l'une des premières ascensions, ça voudrait aussi dire qu'il n'est plus forcément en condition Oui. de viser le général. Donc ce serait un peu, enfin, un scénario du jour, mais au final, ce serait un protagoniste qui disparaîtrait et qui, de toute façon, n'avait plus le niveau de jouer vraiment le classement général. Donc ce sera à voir. En tout cas, c'est le danger. D'un autre côté, on a un début d'étape qui n'est pas forcément hyper compliqué, bien que principalement en faux plat montant. Donc à voir qui sera dans l'échappée.
Je pense pas qu'on aura forcément une énorme bagarre au niveau du classement général. Ça devrait se jouer au train principalement. Donc ça peut se jouer entre baroudeurs, à voir, mais oui, je pense que ce sera entre baroudeurs et qu'on pourra avoir une lutte assez intéressante. Pour le classement général, uniquement si un des coureurs visant le général serait en difficulté, mais je pense qu'on n'aura pas spécialement de mouvement entre nous. Ouais, après, comme nous le dit Stradri, c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte. Cette étape, elle intervient juste avant la dernière journée de repos. Donc ça pourrait aussi, pourquoi pas, donner des envies à certains coureurs. Et après cette dernière journée de repos, on va s'attaquer aux choses sérieuses. Souvent sur le Giro, c'est la dernière semaine qui est assez régulièrement dantesque. On va commencer par une étape entre Salo et Aprica. Étape difficile, même s'il y a quand même pas mal de morceaux de plaine, je trouve, entre les différentes ascensions. On va commencer par le Goletto di Cadino, donc première ascension. Ensuite, on va passer par le Mortirolo, mais qui jouera pour moi pas un rôle parce que son sommet est quand même situé à environ 75 bornes de l'arrivée. Puis on va aborder une ascension que je vais vous montrer. Alors c'est le Valco, que je dise pas de bêtises parce que les profils sont à l'envers, le Vaccio di Santa Cristina. Donc vous pouvez le voir, c'est 13,8 km à 8%, mais ce qui est important à noter, Greg, c'est que, encore une fois, le profil est un peu trompeur parce qu'on commence par une pente plutôt douce à 2,9%, et les 6 derniers kilomètres, à peu près 6,5 km, sont eux à 10,1%, donc là on aura une vraie belle montée, et puis cette fameuse et traditionnelle arrivée à Aprica qu'on aime tous, hein, avec la montée un petit peu facile sur la fin, après une grosse ascension et une petite descente. Oui, tout à fait. Bah alors, je pense que ça va être une bonne lutte dans le final. Les deux dernières ascensions, en fait, s'enchaînent parfaitement à défaut du départ de l'étape. On va en reparler, je pense, mais par contre, le final, ça s'enchaîne très bien. Deux ascensions difficiles, même si la première n'est même pas répertoriée au classement de la montagne et fait enfin, à peu près 5 km à quasiment 9% au final. Puis on va monter le Mortirolo par son versant le plus facile, enfin par un de ses versants les plus faciles. Voilà, c'est ça. Ouais, le Mortirolo, c'est pas le Mortirolo monstrueux qu'on a parfois escaladé. Ça va être ça va être un pourcentage plus raisonnable et enfin une ascension un peu plus abordable pour un plus grand nombre de coureurs. Et donc pour la victoire d'étape, je pense qu'il va falloir être quand même très efficace sur les deux dernières ascensions qui vont être particulièrement usantes et la bagarre pour le classement général risquera de se faire dans ces deux dernières ascensions. Le Mortirolo, je pense qu'il servira D'usure, à ouais. écrémer un peu le peloton, faire une première sélection, mais uniquement par l'arrière. Et la victoire d'étape se jouera dans les deux dernières ascensions. Maintenant, à voir aussi ce que vaut la descente du Valiccio di Santa Cristina. Et ouais, il y a une dernière portion un peu usante pour arriver pour l'arrivée à Africa, donc faudra voir. En tout cas, clairement, il faudra être en forme ce jour-là et pas se rater, parce qu'on pourra perdre quand même assez gros. Et c'est vrai que les pourcentages du Valiccio di Santa Cristina dans sa deuxième partie devraient permettre normalement de faire une grosse sélection. Donc à voir qui sera motivé pour gagner l'étape et à voir qui sera aussi dans l'échappée, puisqu'on pourrait très bien avoir des coureurs qui initialement devait être dangereux pour ce Giro, qui aurait perdu pas mal de temps et qui pourrait être intéressé pour se racheter un peu et qui pourrait aussi être du coup difficile à rattraper même pour les hommes du classement général, à voir l'avance qu'il pourrait prendre aussi au cours de cette étape. Alors le lendemain, il y a un départ qu'on n'aime pas du tout quand on a mal aux jambes et qu'on est coureur, qu'on est en difficulté. C'est un départ en montée. Alors quand t'as froid comme ça, on part direct sans un seul mètre de plat pour 8 bornes d'ascension. Ça pique forcément les jambes. Et il ne faudra pas être en méforme, surtout qu'on aura eu une étape compliquée la veille. Donc comme je le disais, 8 bornes d'ascension. Après, c'est assez facile, entre guillemets. Enfin, c'est facile pour des coureurs professionnels en tout cas. Puis après 120 bornes de course, on s'attaque à une première grosse ascension, le Passo del Vertirolo. Alors je vais vous le mettre là dans les profils. Donc on a 11,8 km
à 7,7%, mais là encore, il y a un pourcentage qui est un petit peu faussé, parce que la première partie est seulement à 4,2%, ensuite on est au-dessus de 8% pour la pente moyenne, donc une montée assez compliquée qui va user les organismes. Puis on aura la montée vers Ménador, donc ça ne sera pas la montée finale, parce qu'après il y aura environ une dizaine de kilomètres, enfin 8 kilomètres pour être exact, hein, pardon, un peu encore une fois en toboggan, avec une petite ascension, une descente, puis une petite montée finale, mais en tout cas le montée Verdéré ou le Ménador, Greg, c'est 7,9 bornes à 10% de moyenne, et encore une fois, hein, une première partie d'ascension qui fausse un peu les choses, parce que on va être à 9,3%, puis à 11,2% ensuite. Ouais, effectivement. Alors les 2 dernières ascensions répertoriées, en tout cas, ont des pourcentages assez irréguliers et une deuxième partie bien plus dure que la première partie. Donc, oui, je pense que dans la dernière ascension, ça devrait se jouer dans le final de l'ascension, effectivement, et que ça devrait quand même bien user les coureurs et qu'on devrait essayer de. Enfin, on devrait avoir une lutte, encore une fois, entre les coureurs du classement général. Après, est-ce qu'on aura une lutte vraiment à 100% ou une lutte. Enfin, en tout cas, à voir, mais je pense que si des coureurs montrent des signes de faiblesse, clairement, on essaiera d'en profiter pour les distancer définitivement sur ces pentes. L'étape n'est pas forcément insurmontable, étant donné qu'on a quand même on a quand même plus de la moitié de l'étape en faux plat descendant ou faux plat montant. On a pas mal de kilomètres de descente également, donc des moyens de récupération possibles. Mais oui, l'enchaînement final est compliqué et permettra normalement une lutte entre les favoris du classement général. Maintenant, le départ de l'étape permet aussi de dégager une bonne échappée. Et il est possible que ça se joue encore une fois entre coureurs de l'échappée. Bon, je trouve personnellement dommage qu'il n'y ait pas de Grand Prix de la montagne au sommet de la première ascension, mais après, oui, effectivement, je pense qu'on aura pas mal de bagarres d'entrée de jeu pour prendre l'échappée. Il faudra être en forme dès le kilomètre zéro. Alors ensuite, le jeudi 26 pour la 18e étape, on va pouvoir se reposer un peu normalement sur les routes qui mèneront à Trévise, parce que l'étape est assez facile, donc je vais passer rapidement. On aura certainement un sprint massif s'il reste encore des sprinters, ce qui est pas gagné, parce que le menu avant sera quand même assez copieux. Et si jamais c'est pas le cas, on aura un gros groupe de baroudeurs qui jouera la gagne, mais bon, l'enjeu n'est pas énorme, donc on va directement passer à la 19e étape. Alors elle est pas si facile que ça. Il y aura une incursion en Slovénie, et on arrivera au sanctuaire de Castelmonte. Alors je vais vous mettre les profils avant de passer la parole à Greg. Donc, comme vous le voyez, il y a 178 km au total, et on va montrer le Kolovrat, donc, qui se situe en Slovénie. Ça a l'air d'être une belle vacherie aussi, parce qu'il y a pas mal de pentes à plus de 10%, notamment un passage à 15%, puis un petit replat avant de remonter dur. Et ensuite, la dernière ascension, c'est pareil, elle est assez irrégulière, mais il y a quand même des pentes à plus de 2 chiffres à certains endroits. Donc une étape, Greg, encore casse-pattes, et qui pourrait faire de nouveau des écarts entre les favoris sur la fin. Ouais, effectivement. Alors maintenant, je pense qu'il y a de bonnes chances quand même qu'on assiste encore à une grosse lutte au niveau des baroudeurs notamment. Malheureusement, le début de l'étape n'est pas forcément très difficile, enfin, à voir qui pourra se dégager. Maintenant, pour ce qui concerne la lutte des coureurs du classement général, on devrait avoir une lutte forcément principalement à mon avis sur la dernière ascension, étant donné qu'on a quand même pas mal de kilomètres finalement entre le bas de la descente du Kolovrat qui se fait d'ailleurs en plusieurs temps, et le pied de la dernière ascension. À voir, ça se jouera, je pense, ça se jouera un peu à coup de secondes au sommet, à moins bien sûr qu'un des favoris soit vraiment dans un jour sans et se fasse complètement distancer. Mais pour les plus costauds, ça se jouera à coup de poignées de secondes au sommet, je pense. Mais effectivement, il faudra être en forme à nouveau
Et normalement, il devrait y avoir une lutte, quoi qu'il en soit. Mais après, à voir comment tout le monde passera aussi la première grosse difficulté en Slovénie, le Kolovrat. Ouais, alors ensuite la 20e étape, je pense que tu seras d'accord avec moi, Greg, pour dire que c'est l'étape reine. Et avant de te redonner la main, je vais la détailler un petit peu. Donc on a 168 km entre Belluno et Marmolada et plus précisément le Passo Fedaia où sera jugé l'arrivée du jour. Donc une première ascension longue et difficile, le Passo San Pellegrino. Donc le Passo San Pellegrino, c'est 18,5 km à 6,2%, mais on monte un peu en palier et progressivement parce que c'est le final de la montée pardon, le plus dur. Puis on va aborder, désolé, j'ai pas les profils dans le bon sens sur hop là, sur le site, donc que je les prenne dans le bon ordre. Ensuite le Passo Pordoi, là on a 14 bornes à 7,6%. Pareil, c'est la dernière partie de la montée qui est la plus dure. Et ensuite, donc, on aborde la dernière montée avec le Passo Fedaia. D'ailleurs, je me suis trompé dans les profils, je vous les ai mis pardon, à l'envers. C'est d'abord le Passo Pordoi, 11,8 bornes à 6,8. Et ensuite, le Passo Fedaia où sera jugé l'arrivée. Greg, 14 bornes, comme je le disais, à 7,6%. Oui, alors effectivement, gros programme en perspective avec pas mal de dénivelé, je pense, ce jour-là. Alors à voir, forcément, ce sera le dernier rendez-vous en montagne, donc évidemment, il devrait y avoir une grosse lutte entre les favoris. Je pense que la lutte qu'il y aura eu pendant tout le Giro va faire qu'il y aura normalement des bons écarts, à mon avis, entre les différents groupes, enfin entre les différents protagonistes, à cause de la fatigue notamment. Il pourrait y avoir enfin certains craquages pour certains coureurs et d'autres coureurs, au contraire, vont vraiment essayer de s'accrocher à leurs acquis qu'ils ont obtenus pendant les 3 semaines du Giro. Donc, je trouve juste un peu dommage que les trois ascensions ne s'enchaînent pas parfaitement. Donc, à voir si ça aura vraiment un impact sur l'étape où j'ai peur que ça se joue en fait uniquement dans la dernière ascension pour les coureurs du classement général à cause des kilomètres qu'on peut avoir entre déjà le San Pellegrino et le pied du Passo Pordoi, même si ça reste du faux plat montant l'approche, mais ça peut décourager quand même les offensives, en tout cas pour les coureurs du classement général, j'entends. Et de la même façon, entre le bas de la descente du Pordoi et le pied de la dernière difficulté, le Fedaia, on a à nouveau une sorte d'approche d'une petite bosse, puis de nouveau une descente. Donc, faudra voir si certains prendront vraiment le risque d'une grosse offensive ou si en fait la lutte entre les coureurs échappés sera plus intéressante que la lutte pour le classement général. Faudra voir, mais enfin, j'ai peur qu'on assiste vraiment à une grosse lutte entre les favoris, mais uniquement dans la dernière ascension. C'est le seul regret que je peux avoir pour faire vraiment de cette étape une grosse étape reine du Giro. Mais normalement, je pense quand même qu'on va assister à une grosse lutte. Forcément, ce sera la dernière occasion de se départager, du moins en haute montagne, j'entends. Et ça, normalement, on devrait avoir une grosse lutte à tous les échelons à nouveau. Ouais, parce que Greg, tu l'as souligné, c'est la dernière occasion de se départager, mais en haute montagne seulement, parce que le Giro sera pas fini au soir de la 20e étape. Le lendemain, on a un chrono difficile au Tour de Vérone, et on se rappelle tous de l'épisode Tao Jay Hindley, donc les choses seront forcément pas figées au soir de la 20e étape. 17,4 km, pardon, une belle ascension au milieu. Donc il y a moyen de faire des gros écarts. Et si jamais un rouleur était pas trop mal placé, il faudra absolument le reléguer la veille parce que sinon on aura course perdue tout simplement. Oui, effectivement. Donc, il faudra vraiment s'assurer d'avoir des écarts suffisants pour ne pas permettre le retour d'un coureur de l'arrière, donc, que ce soit pour la gagne du classement général, pour la lutte pour le podium, et même certains qui viseront des objectifs un peu plus modestes pour le top 10. Je pense qu'il y aura quand même pas mal
Il y aura pas mal de luttes le dernier jour, 4 km à plus de 5% pour la bosse, que ce soit le sens de la montée et aussi, aussi bien sûr, on redescendra cette bosse. Ça peut permettre des écarts, ça peut aussi, oui, ça peut permettre des écarts et ça peut aussi faire quelques surprises sur des coureurs qui seraient complètement cramés, par exemple, ou d'autres qui termineraient le Giro en phase ascendante, qui pourrait créer un peu la surprise. Donc, à voir. Ça peut permettre à des gros rouleurs de s'exprimer ou à des grimpeurs pas trop mauvais rouleurs de bien résister. Donc, ça pourrait permettre en tout cas une lutte très intéressante. Mais clairement, si des coureurs finissent le Giro complètement cramés, ils peuvent éventuellement perdre pas mal de temps. Ouais, clairement. Alors, avant de passer à la dernière partie, c'est-à-dire la note qu'on va donner à ce parcours du Giro et à nos favoris rapidement, je touche un mot parce que je ne l'ai pas fait et j'ai oublié, j'en suis désolé. Je voulais parler de la super présentation du Giro qu'a fait l'ami Delgato sur le forum. C'est archi complet, n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, je vais vous la mettre en lien. Tac. Parce qu'il a vraiment fait un travail, je trouve, archi complet. Et c'est très très intéressant. Il y a toute une partie historique, il y a une présentation de tous les favoris, il y a tous les profils. Et sincèrement, c'est vraiment top tout ce qu'il a fait. D'ailleurs, il est là, Delgato, donc je m'en profite pour le remercier directement et je mets le lien vers sa présentation. Comme ça, vous pouvez tous aller y jeter un œil. J'en profite aussi pour dire que pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux, n'hésitez pas à suivre la chaîne, comme ça vous recevez une notification lorsqu'on est en live. Comme je l'ai dit, on essaiera d'être en live tous les jours pendant le Tour d'Italie sur le temps du midi avant l'étape pour avoir un petit preview de l'étape du jour et un petit bilan de la veille, donc c'est toujours intéressant. Pensez à vous abonner aussi si vous avez un compte Amazon Prime, je rappelle que c'est gratuit. Et bref, petit intermède à part, donnez-nous vos notes pour ce Giro 2022, parce que c'est toujours sympa aussi de voir vos avis et de pas seulement avoir les nôtres, et aussi vos favoris. Alors on va partir sur le podium de ce Tour d'Italie, je le dis tout de suite, comme ça permet aussi à Greg de se préparer et de réfléchir à son podium. Et en attendant, je vais commencer par donner ma note et mon podium en même temps, comme ça vous laisse le temps de vous préparer, et puis à Greg de réfléchir un petit peu, parce que je le prends un peu au dépourvu. Donc moi je dirais un petit 16 ou 17, parce que j'aime beaucoup le Giro. Après je suis pas très objectif, et je préfère toujours le dire quand je le suis pas, parce que je pense que c'est comme beaucoup mon grand tour préféré, donc j'attends le départ de Budapest avec impatience. Et je suis à vrai dire très très séduit par le parcours. Il n'y a pas trop d'étapes chiantes, je trouve. Il y en a quelques-unes, mais bon, il en faut bien, parce qu'il en faut pour tout le monde. Et puis, comme je le dis souvent, on ne peut pas reprocher aux coureurs de se doper et puis leur proposer des parcours toujours plus durs année après année. Donc c'est bien que ça soit équilibré. Moi, je tiens beaucoup à cette notion d'équilibre et pas non plus tomber toujours dans la surenchère. Donc j'aime beaucoup ce parcours. Et comme je le disais, un petit 16 ou un petit 17, ça me paraît pas mal. Et pour mes favoris, moi je vois Richard Carapaz s'imposer. Et puis Joao Almeida et Romain Bardet, comme je l'ai dit lors de la présentation de la liste des engagés. On verra en fin de semaine s'il y a des modifs sur la start list. Et si c'est le cas, on pourra peut-être modifier un petit peu nos pronos. Avant de redonner la main à Greg, 14-15 donc comme note pour Fricadel. Donc Greg, quelle note tu donnerais toi à ce parcours du Tour d'Italie 2022? Moi, je mettrais une note entre 15 et 16. C'est vrai que j'aime beaucoup ce parcours. Très, très équilibré, je trouve, et assez intéressant que ce soit pas trop il n'y a pas trop d'étapes de plaine, enfin pas d'arrivée à outrance au sprint et pas mal d'étapes casse-pattes où on ne connaît pas nécessairement le scénario à l'avance et c'est ça qui est intéressant. Les étapes de montagne sont pas mal également. Je regrette simplement juste une étape vraiment hyper difficile avec de meilleurs enchaînements. En fait, c'est ce que j'aurais aimé sur la dernière étape de montagne, notamment des ascensions qui s'enchaînent mieux. Ouais, c'est peut-être ce qui manque Mais effectivement, une dernière ouais, étape avec peut-être 40 bornes en plus et une montée supplémentaire, quoi. voilà. Enfin après, même pas nécessairement plus d'ascensions, mais vraiment qui s'enchaînent mais parfaitement. Et là, c'est vrai que je trouve que sur la dernière, on a trop de kilomètres un peu.
de transition, de transition entre les ascensions, et c'est juste ce qui est dommage. Alors maintenant, mais ça n'empêche que je suis quand même assez séduit par ce parcours dans sa globalité. Alors concernant les favoris, c'est pas forcément hyper simple, même s'il y a certains noms qui se dégagent, et ouais, je vais peut-être prendre un risque, vu ce qui s'est passé cette semaine pour ce coureur en Espagne, mais j'ai envie de miser quand même sur Simon Yates. Peut être un coureur qui peut jouer la gagne, à mon avis, mais à voir s'il n'y aura pas une journée de craquage à un moment donné sur l'une des pentes un jour. Donc à voir, mais j'ai envie de lui faire confiance. Pareil, je miserais pas mal sur Joao Almeida et Richard Carapaz, qui me paraissent être des valeurs relativement sûres sur 3 semaines. Bon, pour le podium, oui, pour le podium, je mettrais ces trois coureurs-là. Alors forcément, il n'y a pas de place pour tout le monde sur le podium. Je citerai quand même Romain Bardet ou Miguel Angel Lopez, Mikel Landa, qui sont des coureurs très intéressants, mais je vais maintenir, ouais, un podium, plutôt Simon Yates, Joao Almeida et Richard Carapaz. C'est assez ouvert, hein. Je pense que c'est un des enseignements qu'on peut tirer de ce Tour d'Italie, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'archi-favoris en l'absence de Bernal, Pogacar et Roglic. Et je le vois d'ailleurs dans vos pronos, hein, je vais les prendre. Stradri nous dit Carapaz devant Miguel Angel Lopez et Romain Bardet. Delgato nous dit Carapaz aussi devant Yates et Almeida. G8 Vélo nous dit Yates, Bardet et Bilbao. Fricadel nous parle de Lopez en vainqueur devant Bardet et Carapaz. Et au niveau des notes, bah ouais, on a l'impression que comme nous, vous êtes quand même assez fans, parce que je vois du 16 pour Polescar, du 16 aussi pour G8, et puis je l'avais dit, Fricadel avait dit entre 14 et 15. Un petit regret pour Stradri en remarque générale, et n'hésitez pas, hein, si vous avez des dernières questions à poser avant la fin de l'émission, qui nous dit que le Finestré manque pas mal. Donc ouais, c'est vrai que ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas vu, et ce serait bien de le retrouver sur le parcours du Giro. Et Polska alors nous fait une petite devinette. Premier, la tortue, donc la tortue c'est forcément Richard Carapaz. Deuxième, le drapeau du Portugal, donc on va dire que c'est Joao Almeida. Et le troisième, je crois que c'est un poulet. Alors je l'ai pas celui-là. Tu l'as toi, Greg? Mais j'ai du mal à lire Euh, l'emoji, donc. non, je Ou l'ai c'est pas peut-être un coq forcément. pour Romain Non, Bardet, peut-être un. Bon, pas le c'est Scavanelli, Roca aussi, hein. Ouais, c'est Bardet, c'est ça. Donc, ouais, un dernier mot, Greg, sur ce Giro, une remarque générale. Non, mais c'est vrai que justement, concernant ce Giro, au niveau de la lutte pour le classement général, je pense que ça va être quand même le grand tour à gagner pour certains coureurs, étant donné que sur d'autres, en ce moment, notamment le Tour de France, c'est quand même pas mal barré par Pogacar, ou la Vuelta est pas mal barrée par Roglic en ce moment. Donc, en l'absence des deux coureurs, c'est quand même le grand tour à aller chercher pour pas mal de coureurs présents au départ. Alors, on a quand même Carapaz qui est déjà vainqueur de grand tour, et bon, il y en a d'autres aussi, mais qui ne sont plus forcément en capacité en ce moment de gagner des grands tours. Mais pour pas mal de coureurs qui n'ont jamais gagné, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher un grand tour, et une occasion qui ne se présentera pas forcément ailleurs dans la saison, ou voire même l'an prochain. Donc, peut y avoir une grosse lutte. Et à voir aussi les différentes luttes, que ce soit pour le maillot de la montagne ou le maillot par points. Ça pourrait être assez intéressant aussi, mais à voir de ce côté-là. Je me demande, ouais, si on va avoir une grosse lutte à tous les échelons de la course. Mais quoi qu'il en soit, ouais, je pense que c'est un Giro qui s'annonce prometteur, et on ne peut pas forcément deviner l'issue avant le départ de la course, contrairement parfois à certains autres grands tours. Donc on connaît limite le vainqueur avant le départ de l'épreuve, sauf chute. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur Romain Bardet.
On est quand même assez nombreux à penser que Romain Bardet, ça peut le faire. Autant l'année dernière, c'était un peu compliqué, mais c'était certainement lié à l'acclimatation au sein de sa nouvelle équipe. Mais cette année, tu l'as dit, Greg, hein, pour faire un petit peu de coin cocardier, entre guillemets, hein, c'est possible. Si Carapaz est moins fort que d'habitude, derrière, c'est assez ouvert. Hein. Yates, il nous a habitués à faire quelques craquantes en fin de grand tour. On a vu d'ailleurs ce week-end lors du Tour des Asturies qu'il était très bon mais pas du tout régulier parce que lors de la deuxième étape il a perdu énormément de temps. Donc c'est pas non plus une assurance tout risque et derrière on a des mecs qui n'ont pas encore gagné sur un GT. Hein. Je pense à Lopez, à Joao Almeida et aussi à Romain Bardet. Donc il y a derrière Carapaz je pense 5 ou 6 gars qui pourraient remporter la course en cas de défaillance de l'équatorien et Romain Bardet en fait partie. Donc espérons, pourquoi pas, une victoire française enfin sur un grand tour, Greg. Oui, effectivement. Et puis, c'est vrai qu'en l'absence de certains coureurs, d'autres, justement, tel Bardet, justement, pourraient se voir propulsés avec un statut supérieur et mieux réagir que d'autres, par exemple, à une certaine pression, enfin la pression d'être dans le coup pour la gagne, tout simplement. Et certains coureurs y résistent, d'autres pas du tout. C'est vrai que ça peut être comme totalement différent d'être en mesure de jouer un top 5 et en mesure de jouer la gagne. Certains sont très bons toute leur carrière pour jouer le top 5, mais explosent complètement dès lors qu'il s'agit de jouer la gagne. D'autres, au contraire, sont un peu plus en second rideau toute une carrière, mais parviennent sur la seule occasion dont ils disposent d'aller chercher un grand tour. Et pour avoir, peut-être qu'un Romain Bardet aura cette capacité, justement, si les jambes répondent présent. Je pense que de son côté, au niveau du mental, justement, je pense qu'il a ce qu'il faut pour jouer la gagne. Donc, le mieux, ce serait qu'il ait les facultés physiques de son côté et il pourrait avoir aussi un peu de réussite. Et je pense qu'en tout cas, niveau mental, ça tient bien. Donc, à voir. C'est peut-être l'occasion d'une carrière. À voir. Il y a quand même un peu d'adversité, mais pas non plus de l'adversité insurmontable. Ça- il peut avoir des adversaires justement à son niveau et atteignables. Il- ça peut très bien tourner dans le bon sens, comme pas, mais en tout cas, il a sa chance. Ouais, tout à fait. Je pense que c'était un très bon mot de la fin. Donc on va suivre tout ça avec attention dès vendredi. Puis jeudi, on fera peut-être un dernier petit point pour parler des détails de ce Tour d'Italie, des surprises de dernière minute, parce qu'il y aura forcément des ajouts et des retraits au niveau de la start list. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, on essaiera de se donner rendez-vous tous les jours et pourquoi pas des vendredis midi. Je pense qu'on partira sur le créneau 13h, 13h30 à peu près. Donc si vous voulez noter ça dans vos agendas, on essaiera de faire ça tous les jours. Je pense que parfois je serai tout seul parce que les gars travaillent forcément sur le temps du midi, mais on verra. Il y a l'ami Stradri qui s'est proposé pour nous filer un coup de main et participer, donc c'est plutôt cool, je le remercie. Et on verra tout ça. Je salue Ziglo qui arrive à la fin. Bah, t'inquiète Ziglo, de toute façon je vais mettre le replay sur YouTube et sur Dailymotion, donc il n'y a pas de souci, tu pourras y accéder. Alors, Delgato nous dit qu'il va faire un point météo demain sur sa presse et qu'Ancelin va faire un topo historique. Donc, il y aura encore pas mal de choses à lire sur la présentation. Je vous rappelle que je vous l'ai mis en lien. Et puis là, elle est sur le stream de toute façon. Donc, Greg, il me reste à te remercier, à vous souhaiter à tous une bonne semaine. Et puis, on attend désormais avec impatience que le Giro débute vendredi à Budapest pour une première explication entre les punchers. Bonne journée à tous et ciao. Salut tout le monde!